La guerre fait aujourd'hui son grand retour. Elle se réinvite dans notre champ lexical, dans nos budgets, hante à nouveau nos visions d'avenir. Deux antidotes existent, comme l'écrivait Freud à Einstein en 1932. Cependant, contre cette menace de guerre, le premier, la contrainte de la violence, soit une bonne défense, ça c'est plus ou moins au programme apparemment, et deuxièmement, l'amour. Mais où est l'amour aujourd'hui ? Franchement, on n'en parle presque plus dans le champ politique ni dans le champ artistique. On ne le sublime plus, ou presque. Le fait-on encore seulement ? Ça n'est même pas certain. Et pourquoi donc ? Qu'est-ce qui, en quelques années, a rendu l'amour si mal aimable ? Est-ce le culte de soi, l'émancipation des femmes, l'hypertechnologie ou bien la peur de l'autre ? Et avec quelles conséquences ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui autour de cette table et en duplex de Paris, Alain Finkielkraut, monsieur l'académicien. Malheureusement, pour nous empêcher la dernière minute de nous rejoindre ici par un très gros mal de dos, une pensée pour Colette Sellerin, son fameux dîner Convergence qui vous attendait tant également. Alain Finkielkraut, vous êtes évidemment philosophe, essayiste, écrivain et bien sûr membre de l'Académie française, un homme de médias aussi, chaque samedi matin, toujours fidèle au poste sur France Culture avec votre cultissime émission Réplique. Vous venez de publier votre dernier essai Pêcheur de perles, paru chez Gallimard, dans la fameuse édition blanche. Les perles, ce sont 16 citations de grands hommes auxquelles vous accrochez vos réflexions, notamment sur la mort, la guerre, la culture, MeToo, l'antisémitisme et bien sûr l'amour. Géraldine Savary, vous êtes la boss de Femina, le magazine de société du dimanche, à l'adresse des femmes, mais pas que. Une des lectures qui marche encore vraiment bien dans notre panorama médiatique roman, il faut le saluer. Géraldine Savary, vous avez été aussi une figure de la politique suisse, faut-il le rappeler, ancienne sénatrice socialiste. Et enfin, Philippe Val, notre invité permanent, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Bienvenue à toutes et tous. Alors, Alain Finkielkraut, première question un peu inaugurale comme ça. L'amour est-il devenu mal aimable et pourquoi ? Mal aimable, l'amour l'est depuis un certain temps. C'est en 1976 que Roland Barthes publiait ce livre magnifique, Fragments du discours amoureux. Et il disait déjà que l'amour était démodé. On le trouvait dans les chansons, et disons dans le discours intellectuel, philosophique, l'amour avait disparu. Pourquoi ? Parce que cette décennie était celle de la libération sexuelle. L'amour était une sublimation de la libido. Donc, il ne fallait pas prendre ces serments pour argent comptant, et aller chercher la vérité du sentiment dans la volupté, dans la sexualité. Nous sommes sortis de cette période, mais une nouvelle période s'ouvre aujourd'hui, non pas la lutte contre la répression sexuelle, et l'amour pouvait même apparaître comme un instrument de répression, parce que ça empêchait de se déployer complètement, non pas lutte contre la répression sexuelle, mais lutte contre la domination. Et l'heure semble venue, pour certaines militantes, de réinventer l'amour. Ainsi s'exprime Mona Chollet. Donc on se méfie de l'amour tel qu'il a été vécu dans toute l'histoire de l'humanité. On le considère comme un vestige du patriarcat et on voudrait s'orienter vers une relation égalitaire, contractuelle, démocratique. En quelque sorte. Et donc c'est ce nouveau discours qui, à mon avis, porte préjudice à l'amour parce qu'il en nie la dissymétrie fondamentale.
Alors, je vous cite pour faire réagir justement Géraldine Savary sur cette question de l'amour vécu comme toxique peut-être. Vous, au contraire, hein, Alain Finkielkraut, vous sublimez ça donc, dans ce premier chapitre qui est une ode à votre épouse Sylvie, votre épouse depuis 40 ans. Vous dites « Yankelevitch a raison, l'amour relève de l'emprise et cette emprise est une bénédiction. Aimer, c'est être dépendant, dominé, subjugué, assujetti. Aimer, c'est passer après. Aimer, c'est faire l'expérience inouïe d'une aliénation meilleure que la liberté. » L'emprise d'une bénédiction, Géraldine Savary, ça, c'est quelque chose d'audible encore aujourd'hui. C'est audible pour autant que ça soit un choix assumé et effectivement qui soit organisé ou que la rencontre se fasse entre deux personnes de liberté, d'autonomie, d'émancipation et qui peuvent demander à l'autre, parce que c'est aussi ça l'amour, hein, c'est demander quelque chose, demander le partage, demander une relation, demander de communiquer, demander de passer sa vie avec quelqu'un, eh bien, on ne peut le faire que si on est dans une situation où la personne est libre de son destin et justement peut demander quelque chose à l'autre. Parce que sinon, la personne qui va entrer dans une relation d'amour, elle va ne demander que ce que l'autre ne peut pas lui offrir, ne peut pas partager. Et je trouve que le mot que monsieur, vous avez utilisé, réinventer l'amour, vous l'utilisez dans un sens négatif. Moi, je trouve que c'est au contraire magnifique. Je trouve magnifique de pouvoir questionner, parce que l'esprit de curiosité, l'esprit de connaissance, il doit nous accompagner durant tout notre itinéraire et de pouvoir se dire, bon, avec quelle image est-ce que j'ai grandi comme jeune fille en particulier, avec quelle image je souhaite défendre comme jeune femme, comme femme à part entière dans une relation d'amour, de se reposer ces questions-là. Je trouve ça absolument un champ d'investigation magnifique et que les femmes se disent, bon, comment je vais m'approprier cette relation amoureuse où le lien d'amour, c'est aussi une question moderne et dont on peut franchement se féliciter. Et moi, j'ai lu Mona Chollet, on l'a aussi beaucoup eu dans Femina. J'ai trouvé ça complètement... D'un coup, elle casse des choses qui me paraissaient évidentes. Le mythe du prince charmant, attendre l'homme de sa vie quasi sur un banc, hein, comme si tout d'un coup elle arrivait avec son cheval et nous sauvait de tous les maux. Chevaux aujourd'hui. Alors on va juste écouter. Alors on va justement écouter pour illustrer. Des vélos électriques. Je vous laisse la parole tout de suite, Philippe. Mais on va juste écouter pour illustrer ça justement le projet qui était offert aux filles. C'était Françoise Sagan qui n'est pas d'ailleurs une femme particulièrement aliénée, mais c'est le conseil qu'elle aurait donné à sa fille putative au début fin des années 50. On l'écoute tout de suite. Si vous aviez une fille, est-ce que vous accepteriez, je ne dis pas vous souhaiteriez, quelle est de l'amour l'expérience qu'ont vos jeunes filles dans vos livres? Si j'avais une fille, je lui souhaiterais de rencontrer à 20 ans un homme qu'elle aime, de l'épouser, de passer sa vie avec. Mais si c'est un coup de chance quand il arrive une fois tous les 1000 ans. Alors si ça ne se passe pas pour elle comme ça, je lui souhaite de vivre, d'essayer, de faire différentes expériences, oui. Dans le Léviathan, Hobbes, il pose la base du droit. La base du droit, c'est que aucune loi, aucun ne peut être légitime, aucune décision, rien ne peut être légitime qui s'en prend à ma vie. Ma vie est plus importante que tout, et à chaque fois que je défends ma vie, je suis dans mon droit. Donc c'est à la base de l'État, de la pensée de l'État chez Hobbes. Or, l'amour, je pense que l'amour, d'abord, c'est la révélation qu'on a à un moment de notre vie que quelque chose vaut plus cher que ma vie. Quelque chose est plus légitime que ma vie. Moi, je sens ça comme ça. Donc, la discussion sur l'amour est toujours scandaleuse parce qu'elle transgresse tous les droits. Elle a quelque chose d'irréductible et d'incompréhensible parce que ça contredit même l'instinct de conservation. Et dans votre livre, Monsieur Finkielkraut, vous racontez effectivement que en fait, vous êtes un homme assez collant avec la femme, en tout cas, que vous évoquez dans votre livre. Honnêtement, si je vous avais dans ma vie, j'aurais supporté difficilement
cette relation d'amour aussi intense, parce que apparemment, c'était consenti. D'ailleurs, ça est complètement consenti. Ça, c'est soldé par un mariage. Là, on n'est pas dans l'emprise, on est simplement dans le. Je trouve ça très beau, hein, cet amour absolument constant, incandescent, voire un petit peu, effectivement, un petit peu, des fois, étouffant. Et c'est vrai que je trouve beau que vous racontiez ça comme ça. Moi, j'aurais pu raconter d'autres histoires, plutôt de comment, au fond, dans une histoire d'amour, ne pas être absorbé, noyé dans une histoire d'amour, d'avoir toujours sa valise à l'entrée de son appartement, au cas où, on ne sait jamais. Et voilà, et comme petite fille, si je reviens à ces questions, est-ce que Françoise Sagan était un homme ou une femme? Effectivement, c'était une plaisanterie. Elle raconte, elle parle aux jeunes filles, évidemment, dans ses récits, dans ses romans. Et c'est aussi ça que... C'est pour ça qu'on a aimé et qu'on aime toujours Françoise Sagan. C'est qu'au fond, son ode à la liberté, d'une certaine manière, y compris dans une relation amoureuse, elle existe, elle respire à chaque page. Et c'est pour ça qu'on l'aime et qu'elle est pour nous iconique. Alain Finkielkraut, on parle d'ablation de la liberté des femmes, mais vous, dans le chant, dans l'ode que vous consacrez à l'amour que vous portez à votre épouse, il y a dû avoir des sacrifices. Les hommes aussi qui aiment intensément sacrifient des pans de leur vie, peut-être, et sûrement même. Je vais rassurer les auditeurs et les auditrices, je ne suis pas particulièrement collant. Ce que je raconte, c'est les débuts d'une relation où je me trouvais dans une situation d'incertitude. La femme avec qui je commençais à vivre avait l'habitude de son indépendance, de son quant à soi. Cela m'inquiétait et donc, effectivement, je pompais l'air, c'est vrai. Mais changé depuis, et je peux vous dire que mon épouse n'a strictement rien sacrifié de son indépendance. Ça, donc, voilà, j'espère avoir rassuré tout le monde. Je suis aussi tout à fait d'accord avec Philippe Val. Il se produit dans l'amour quelque chose de prodigieux. C'est l'inversion, en quelque sorte, du pour soi en pour autrui. Alors, c'est pas n'importe quel autrui, hein, comme dans l'amour du prochain. C'est l'amour-passion, mais oui, la vie de l'autre m'importe plus que la mienne, et sa mort, l'éventualité de sa mort, me fait plus peur que l'éventualité de ma propre mort. C'est ce que veut dire Jean Kelevitch quand il écrit « L'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, a connu la grâce de vivre pour un autre. » Mais je ne crois pas qu'il faille s'arrêter là, parce que il y a aussi des amours fous bêtes, des amours où la vanité, si vous voulez, l'emporte, où on aime quelqu'un pour impressionner l'entourage, des femmes trophées. Il y a aussi des passions purement fantasmatiques. Et si j'ai osé écrire ce chapitre, c'était pour faire apparaître une composante de l'amour qui n'est pas donnée dans ce que je connais de la littérature, aussi bien poétique que romanesque, à savoir l'admiration. Et voilà, avec l'admiration, sur l'admiration, la lassitude, l'usure n'a absolument aucune prise. Et dernière chose, je trouve que je voudrais appeler tout le monde à un peu de modestie. C'est quoi réinventer l'amour? Pour qui se prend-on? Le prince charmant, mais qui parle du prince charmant? Qui, dans l'immense trésor littéraire, raconte des histoires de prince charmant? Strictement aucun auteur, aucun poète, aucun romancier. Donc simplement, l'homme authentique existe depuis toujours, et c'est à nous justement de nourrir
notre réflexion sur l'amour par ce qui a été écrit sur l'amour, au lieu de dire ah ben voilà, tout ça c'est le patriarcat, Tolstoï c'est le patriarcat, Flaubert c'est le patriarcat, Proust c'est le patriarcat et je ne sais quoi d'autre, et donc maintenant on va réinventer l'amour. Je dois dire que je supporte mal cette suffisance. Géraldine Savary, justement, est-ce que de toute façon l'amour, quand on l'investit de façon correcte, d'ailleurs que ce soit dans un couple ou pour ses enfants, dans sa famille, il y a de toute façon une ablation de sa liberté, de vouloir tout, de vouloir conserver son quant à soi, de vouloir pas souffrir, etc. C'est une illusion, Quand la privation est évidemment choisie, moi je pense que la question de la suffisance dans l'analyse de l'amour et de la littérature, elle est véritablement adressée de part et d'autre. Je pense qu'on a aussi... ce qu'on manque aujourd'hui, c'est justement l'humilité par rapport à la parole qui peut-être est réinterprétée, à la littérature qui est redécouverte ou réinventée aussi d'une autre manière. Cette humilité, cet esprit de curiosité, je trouve qu'il est malheureusement extrêmement... peu présent dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui, en particulier sur les choses qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, patriarcat, amour, emprise, etc. Et au cœur de ces questions, évidemment, se situe au fond la parole des femmes que vous critiquez assez régulièrement dans votre livre. Cette parole des femmes, eh bien, elle existe, elle est parfois exagérée, et puis elle reprend les choses, ce qui a accompagné l'être humain depuis un certain nombre d'années, et puis de se dire, voilà, cette littérature-là m'a accompagnée, cette poésie m'a accompagnée, je l'ai aimée passionnément, elle m'a permis d'être ce que je suis. Et cette identité-là, maintenant, est-ce que, eh bien, elle est fragmentée, elle est totale, est-ce qu'elle doit être redéfinie, rediscutée? Et cet exercice-là, je le répète, comme je l'ai dit au départ, et moi je trouve qu'il est très, très tonique pour quelqu'un, une femme de ma génération. Il l'est encore plus pour mes filles qui ont entre 20 et 30 ans. Et puis j'espère qu'il l'est un tout petit peu pour aussi la génération qui me précède, celle de ma mère. Mais est-ce que l'amour, ça fait rêver les jeunes? Et l'amour, alors l'amour fait peut-être moins rêver les jeunes. C'est une étape, comme dans toutes les sociétés, il y a eu des étapes. Mais l'envie profonde de partager, d'aimer, d'être accompagné et effectivement de se priver volontairement d'une partie de sa liberté pour la liberté de l'autre, au sens large du terme, je pense que cet acte fondamental de l'être humain, il va subsister, il va survivre aux questions qu'on se pose sur la manière d'y arriver et comment une identité, comment une personne, et en particulier une femme, puisque c'est un peu d'elle aussi que je souhaite... pas que je souhaite défendre ici, mais en tout cas évoquer de façon un petit peu plus pointue, bien comment cette femme-là, avec son parcours, elle se prive dans un vrai exercice de liberté, eh bien d'une partie d'elle par amour de l'autre. Ces questions-là, où l'objectif, il existe, parce l'être humain en est porteur. Maintenant, les moyens, les références, la mémoire qui nous accompagne, ce qu'on a envie de construire dans une société ou dans un couple, dans une relation d'amour, tout ça, ces méthodes, au fond, c'est les pas qu'on fait pour s'approcher de l'autre, peut-être ça change un peu. Mais est-ce que c'est moins intéressant? Moi, je ne crois pas. Et vous auriez intérêt que portent les femmes aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on auriez intérêt à vous dire, ben voilà, les femmes, cette parole des femmes, c'est incroyable. Mais merci mesdames, merci dans cette société de 2024, peut-être nous ouvrir les yeux, de nous rendre un peu plus humbles, de nous faire découvrir des autrices et des auteurs qu'on ne connaissait pas, de nous faire comprendre que l'acte d'amour, bien peut-être qu'il doit se dessiner autrement, mais merci mesdames, plutôt que d'être dans un sentiment de citadelle assiégée, comme si ces femmes qui tout d'un coup prennent la parole allaient menacer l'ordre établi, la culture. Alain Finkielkraut, j'aimerais vous faire réagir à ça. Est-ce que, justement, vous n'avez pas été séduit, ébranlé par une nouvelle littérature féministe, par de nouvelles propositions, un nouveau projet, justement, porté par des femmes, par ces femmes MeToo
Une littérature féministe, sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne critique pas la parole des femmes, je ne critique pas la parole de Virginia Woolf, d'Emily Dickinson, de Jane Austen, de Nathalie Sarraute, de Marguerite Duras, et dans le champ politique, de Sylviana Gazinski ou d'Elisabeth Badinter. Ce que je critique, c'est le simplisme vertigineux des néo-féministes qui réduisent l'expérience humaine à une sorte de guerre, d'affrontement entre le mâle blanc dominateur et les femmes dominées, dont le sort d'ailleurs ressemble à celui des autres minorités, en vertu de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Virginia Woolf réclamait pour les femmes une chambre à soi. Elles l'ont eu, fort heureusement, fort heureusement. Mais maintenant que les femmes ont une chambre à soi, Plus aux États-Unis, les néo-féministes Après, ça fait des veulent excusez-moi. abandonner ce privilège pour l'immense appartement communautaire de la sororité. MeToo, toutes les expériences se ressemblent, sont interchangeables et toujours se ramène à l'oppression des femmes par les hommes. La réalité n'est pas celle-là, elle est beaucoup plus complexe. C'est précisément ce que la littérature nous apprend, et moi j'ai peur justement que nous entrions aujourd'hui dans une société post-littéraire où toute complexité, toute ambivalence, toute nuance est bannie. Et ça me désole, et je voudrais rappeler que les deux plus grands écrivains de la fin du XXe siècle se sont vu refuser le prix Nobel parce qu'ils étaient accusés de sexisme, de misogynie. Je veux parler de Philippe Roth et de Milan Kundera. Nous en sommes là, non pas la chasse aux sorcières, mais la chasse aux sorciers. Je trouve que les rapports humains méritent mieux. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que la guerre ne se situe... Enfin, je suis d'accord que cette guerre entre les hommes et les femmes est aberrante et que s'il y a un féminisme, il doit être partagé avec les hommes, sinon ça ne marchera jamais parce que tout simplement l'humanité est composée d'hommes et de femmes. Mais la guerre ne passe pas par les hommes et les femmes. J'en veux pour preuve qu'il y a deux grandes écrivaines célèbres en France qui sont les deux patronnes, en quelque sorte, des lettres, et pas forcément des patronnes des lettres d'hommes ou de femmes, non, de la littérature en général. Il y a Colette, première partie du siècle, et Marguerite Duras, deuxième partie du siècle. Quand Marguerite Duras arrive sur le marché, si je puis dire, forte de son soutien et du milieu intellectuel, du contexte intellectuel dans lequel elle évolue, elle raye, elle cancelle Colette. Elle dit la littérature de Colette, c'est de l'eau de bidet. Elle décrète ça et elle exécute Colette. Et Colette est restée marginale après les années 50. Bon, elle est revenue, elle a été rééditée en Pléiade, etc. Qui est une écrivaine infiniment supérieure à Marguerite Duras, avec une œuvre infiniment plus riche que Marguerite Duras. Donc la guerre n'est pas passée entre les hommes et les femmes, elle est passée entre deux femmes. Donc il faudrait revenir à cette pensée complexe dont parle Alain, il a raison, parce que les choses ne se jouent pas là où on croit qu'elles se jouent. Mais en pratique, oui, Géraldine Savary, pratique, pardon, je vous pose juste ma question, mais en pratique, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui vous a fait tilter dans les phrases, dans les mots d'Alain Finkielkraut, c'était le fait qu'il soit un amoureux éperdu et transi. En pratique, aujourd'hui, comment faut-il être amoureux? Imaginons, sans être dans le harcèlement, est-ce que justement, il y a une vraie panique, même pour les jeunes garçons, à pouvoir être dans le sentiment amoureux, parce que ça devient compliqué. Non, parce que vous pensez vraiment ça? Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question. Je veux dire, qu'est-ce que vous auriez eu envie de faire ces dernières années et que vous n'avez plus pu faire parce que c'est terrible, cette oppression des néo-féministes que vous comparez quasi au régime soviétique en Europe de l'Est,
comme si La Sandrine surveillance, Rousseau l'espionnage. partait avec un char pour Elle a, rentrer dans... elle a quand même contribué à détruire quelques existences, Sandrine Rousseau. Alors moi, je ne connais pas la situation française. Disons, pour l'instant, à ma connaissance, les néo-féministes n'ont tué personne, agressé personne. Il n'y a pas eu de violence physique. Voilà. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui vous auriez eu envie de faire, messieurs? Je dis messieurs, mais je pourrais aussi vous poser la question. Et que vous êtes dit, mon Dieu, non, je ne peux plus faire ça. Ah non, Qu'est-ce qu'il y aurait? Est-ce que vous avez comment dire, vous êtes rentré chez vous tout seul parce qu'une femme vous intéressait à tel point que vous vous êtes senti complètement intimidé? Est-ce qu'il y a des gestes que vous auriez eu envie de proposer que vous n'auriez pas pu faire? Est-ce que vous êtes fait remballer de façon injustifiée? Est-ce qu'un intérêt sincère aurait été rabroué parce que tout d'un coup, parce que les néo-féministes imposent leur Bible? Je pose la question. Très bonne question. On a l'impression qu'on est dans un régime de terreur. Alors, est-ce que, monsieur, vous êtes à ce point-là complètement terrorisé et empêché? Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, on a tendance à remplacer le tribunal judiciaire par le tribunal médiatique. Des hommes sont attaqués devant certains médias, notamment Mediapart, qui s'est spécialisé dans ce genre de procès. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est-à-dire, on voit l'instinct justicier s'émanciper des règles et des contraintes du droit. Plus de présomption d'innocence, l'accusation vaut condamnation, les plaignantes sont forcément des victimes, plus de contradictoire donc, on refuse maintenant la prescription et on en vient aussi à contester la possibilité de porter plainte en diffamation. C'est une révolution qui est en fait une régression civilisationnelle. Alors, évidemment, il n'y a pas de goulag, c'est pas le régime soviétique, mais je mets aussi en cause cette idée selon laquelle le privé est politique. Et c'est cette idée-là qui effraie d'ailleurs tous ceux qui ont connu le monde totalitaire. Car la différence du privé et du public est absolument fondamentale. Elle est fondatrice de la liberté des hommes. C'est ce que rappelle Milan Kundera à plusieurs reprises. Il faut en tirer les leçons. Alors, n'allons pas en effet faire des comparaisons exagérées, mais inquiétons-nous de voir ainsi le droit dessaisi de la justice. Et cette inquiétude, je la partage avec nombre de juristes et d'avocates, de femmes avocates. Je veux par exemple parler de Marie Dosé. Dès le début du mouvement MeToo, elle l'a dit, attention, la présomption d'innocence, ça existe. Certaines femmes peuvent, pour des raisons bonnes ou mauvaises, mentir. On n'en sait rien. Et les histoires, c'est ça la grandeur du droit, comme la grandeur de la littérature. On prend les histoires au cas par cas. Hein, voilà. Fumaroli disait que la littérature est la jurisprudence de la vie humaine. Eh bien oui, il y a jurisprudence dans le droit comme dans la littérature. Or, on voudrait nous faire vivre sous une loi unique. Et c'est regrettable. Effectivement, il est compréhensible que dans cette situation, des hommes, effectivement, puissent avoir peur. Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, et dans la vie quotidienne, il y a quelque chose qui est devenu... Alors, on peut le regretter, on peut au contraire s'en réjouir, mais il y a une attitude de politesse héritée, sans doute, des temps anciens, et une espèce de politesse des hommes vis-à-vis des femmes, qu'on appelle une délicatesse, la galanterie, tenir une porte, etc., qui devient...
quand les gens étaient bien élevés, c'était presque une seconde nature. Maintenant, c'est une question, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois me comporter de façon pas trop aimable? Non, je caricature peut-être. Non, je caricature peut-être, mais il y a un camarade qui me racontait une chose la semaine dernière. Il travaille dans une grande entreprise médiatique dans laquelle il y a des portes anti-feu dans les couloirs. Donc, une collaboratrice de longue date de la maison, qui connaît très bien, était derrière lui à 2 mètres. Il lui a tenu la porte et il s'est fait traiter de tous les noms. Il lui a dit, mais ça suffit, tes réflexes patriarcaux, machistes, j'en ai marre. Il s'est fait engueuler. Bon. Non, mais ça existe. Je ne dis pas que c'est votre cas, je vois bien que ce n'est pas votre cas du tout, mais ça existe. Il y a des maisons qui sont devenues woke, des entreprises qui sont devenues woke, parce qu'ils ont cette culture qui met très mal à l'aise des personnes parce qu'elles ont appris une politesse qui n'a plus cours. Parce qu'elle est comprise comme l'expression d'une domination, ce qui me semble exagéré. Mais comme existent des situations où encore des plaisanteries graveleuses ont lieu, mais ça c'est horrible, ça. Des rapports On est bien d'accord. hiérarchiques. La question, c'est comment on fait mariage, etc. comment on fait mariage aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs sondages, un du Financial Times qui remonte à début janvier, et puis un autre, d'ailleurs, c'était dans la NZZ l'année passée, qui montrait qu'effectivement les femmes, jeunes, mais pas que, deviennent de plus en plus progressistes de gauche, et les hommes de plus en plus de droite, voire d'extrême droite. Et le problème, c'est se poser des questions dans ce cas-là. La question, c'est comment ils font encore mariage, couple, amour. Mais vous savez, moi, je suis d'accord avec la crainte qu'on peut avoir des tribunaux populaires. Il y a des Robespierre partout. Et vous les connaissez encore mieux que moi dans les médias français, ça j'en suis persuadée. Maintenant, ce trop-plein, en fait, qui porte, ou le mouvement MeToo qui porte ses propres exagérations, j'en suis tout à fait consciente. Et Adorno, puisque vous avez cité plein de gens très intelligents, Adorno disait la vérité se trouve dans l'exagération. Vous avez sans doute, quand vous étiez jeune, défendu des causes avec peut-être une exagération juvénile. Encore aujourd'hui, on sait très bien que, voilà, pour que notre message se fasse entendre, on est parfois un peu caricatural, mais c'est aussi que la justice, dans les cas que vous avez cités, monsieur, la justice aussi, pendant des années, a fonctionné trop lentement, que les plaintes, il y a de plus en plus de plaintes et de moins en moins de condamnations actuellement, en France comme en Suisse. Donc, ça ne répond pas complètement à votre question. Mais ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'aimerais juste enchaîner sur cette question. Pardon, Géraldine. Moi, j'en appelle à l'esprit de nuance, mais alors, de partout, et encore une fois, de réutiliser le mot, que vous avez utilisé le mot suffisance, et moi, j'aimerais utiliser le mot humilité. Ce mot d'humilité, il est aussi magnifique. Encore une fois, de pouvoir se dire qu'une société bouge, et y compris si ma génération ou votre genre, où on vacille sur nos certitudes, ben, tant mieux. Quoi de mieux pour rajeunir notre pensée que de vaciller un tout petit peu? C'était même votre mantra, messieurs, qui avait fait mai 68. Parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que disait Géraldine Savary, mais votre radicalité, vous étiez en plus tous les deux de gauche, d'une gauche qui était très radicale. Vous lanciez des pavés, parfois même, pas vous, mais d'autres groupes faisaient exploser des bombes. Enfin, je veux dire, c'était une gauche dans les années 60-70 très, très radicale, au nom d'idéologies dont vous êtes revenu ou pas revenu, mais rien de comparable avec ce qui se fait aujourd'hui. Rien de comparable, j'en sais rien. De toute façon, on n'en est pas particulièrement fier. Je suis passé, moi, sur le modèle de Kundera, justement, de la radicalité révolutionnaire au scepticisme post-révolutionnaire, et je suis un peu atterré de l'évolution actuelle. Alors, par exemple, c'est Isabelle Adjani qui parle des 3 G, galanterie, grivoiserie, goujaterie. C'est-à-dire, en lieu et place de, justement, la réalité humaine, de la diversité dont on en parle tant, on a affaire à un continuum qui va du comportement le plus anodin et même le plus délicat au comportement meurtrier, ce qui autorise à parler d'une culture du viol en France et en Europe, et donc
à vouloir réinventer l'amour parce que notre héritage est atroce, notre héritage est nauséabond. L'humilité consiste bien au contraire à nous approprier cet héritage, rajeunir, dites-vous. Ah non, se cultiver, figurez-vous, c'est vieillir. C'est vieillir. Vous avez 20 ans, vous lisez, vous en avez 3000. Vous vieillissez de 3000 ans. C'est ça la transmission et c'est ça qu'on peut souhaiter de meilleur aux nouvelles générations. Vieillissez de 3000 ans. Voilà moi où je place l'humilité et je pense qu'ainsi on peut mieux comprendre l'amour et même vivre l'amour. Moi, je suis d'accord avec vous, encore une fois, sur l'importance de la littérature, de la culture pour nous accompagner. C'est la base de notre société, puis c'est aussi ce qui nous réunit quand même. Maintenant, encore une fois, tout en étant ouvert au fait que ce que l'histoire a retenu de la culture, peut-être qu'il y a des pans qui sont restés dans des tiroirs, qui sont restés secrets et qu'il faut retransmettre. Moi, je veux dire, en Suisse, on a une écrivaine absolument incroyable qui s'appelle Corinna Bille, qui est vraiment une femme d'une force littéraire impressionnante. Est-ce qu'elle est étudiée? Est-ce qu'elle était étudiée pour ma génération à l'école? Non. Pourquoi? Ça dépend des cantons. Ça dépend des cantons. Alors peut-être qu'il y en a, voilà. Donc vous citez Virginia Woolf comme si, au fond, l'histoire de la chambre à soi, c'était fini. Mais regardez autour de vous, monsieur. Regardez autour de vous aux États-Unis, le droit à l'avortement qui est remis en question. Regardez en Russie où les violences domestiques sont quasi favorisées, enfin que la législation est affaiblie. Regardez en Iran, regardez en Afghanistan, regardez en Italie, où le droit des femmes est aussi amoindri, rapiécé. Donc, ce que vous considérez comme un acquis, d'abord, ça a été quand même des batailles. Pour passer de la sœur de Shakespeare, qui n'avait pas sa chambre, à l'écrivaine qui reçoit un prix Nobel, il y a quand même eu quelques siècles, d'abord, puisqu'on est censé vieillir en regardant l'histoire et en rester en fait tonique en regardant l'histoire. Cette histoire-là, elle a été longue avec des tas de femmes écrivains qui avaient des talents qui sont restés invisibles, oubliés. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, tout ça est totalement fragile. Et vous avez parlé de la guerre au début, l'amour, la guerre, qui est directement, de facto, les premières victimes des guerres, systématiquement, ce sont les femmes, et après les journalistes d'ailleurs, et la liberté de la presse. Mais le 7 octobre, c'est le cas, à Gaza, c'est le cas, et dans d'autres pays, je les ai cités tout à l'heure, le corps des femmes est directement victime quand les conflits éclatent. Donc, mais tout ça est très fragile. Sur la question, tout ça est très fragile et c'est pas acquis désormais. Alors cette fragilité, mais la question, je le disais en introduction, que l'amour était évacué des discours politiques. Il était aujourd'hui, et c'est vrai qu'on le retrouve pas beaucoup à gauche, pas beaucoup à droite non plus. On le retrouve, on a toujours un discours guerrier. Cette évacuation du discours politique aujourd'hui, alors que Freud justement disait que l'amour, l'attachement, évidemment le lien à l'autre et le souci de préserver l'autre était effectivement un des grands ressorts qui protégeait contre la menace de guerre. Cet état de fait aujourd'hui, c'est pas la cause des femmes seulement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre société, l'amour ait si peu de place dans les discours politiques? Je pense, alors je dirais les choses très abruptement, l'amour n'a pas sa place dans les discours politiques. Quand un homme politique commence à parler d'amour, je me méfie. L'amour, c'est une relation privée et c'est une relation entre deux personnes, entre deux êtres. Il ne s'agit pas, un amour collectif, c'est déjà le mensonge. Donc je ne pense pas que l'amour doive retrouver la place qu'il aurait perdue dans le discours politique. L'amour dans la politique
à mes yeux, c'est de la démagogie. Et puis, il ne faut pas non plus confondre les situations. Ce qui se passe en Iran et en Afghanistan pour les femmes est horrible, est absolument horrible. Mais les machos ne sont pas nos mollahs, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Et il serait très important que, hommes et femmes, nous nous mobilisions pour les femmes iraniennes et encore plus, si je puis dire, pour les femmes afghanes qui sont persécutées. Jamais on n'aurait pu imaginer un régime fondé, vraiment fondé sur la haine des femmes. Cela dépasse l'entendement. Finkielkraut, vous dites effectivement l'amour, c'est entre deux personnes. Après, il y a d'autres types d'amour, le soin collectif des uns pour les autres. Aujourd'hui, ça, on a l'impression que c'est très absent. Et en revanche, que la haine, la culture de la haine, de la défiance de l'autre, ça envahit tout notre espace politique ici en Occident. Défiance de l'autre, si vous voulez. Faut pas trop en faire avec l'autre. Il arrive que l'autre soit notre ennemi, hein, à l'intérieur comme à l'extérieur. La Russie de Poutine, ce n'est pas l'autre. Poutine nous a désignés comme son ennemi, il faut l'accepter et il faut réagir en conséquence. Et ce qui se passe en France, la fracture française, la désunion française, une partie de la société qui prône le séparatisme, voire la sécession, une francophobie qui s'installe en France, matinée d'antisémitisme, aussi il faut en prendre acte et donc le discours sur l'amour de l'autre, l'accueil de l'autre, là, n'est plus fondé. Vous voyez, je veux dire, bien sûr, on ne doit en aucun cas privilégier un sentiment comme la haine, mais rien ne nous interdit non plus d'ouvrir les yeux, d'autant plus que, je le répète après Julian Freud, c'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne, et s'il nous désigne comme ennemi, ajoute Julian Freud, il nous empêchera même de cultiver notre jardin. Voilà la situation. Donc, un peu de réalisme est très utile. Philippe Ball. Non, je pense qu'on n'est pas loin de la fin, donc j'imagine, mais cette histoire de l'amour sera toujours discutée et sera toujours en cause et en question, tout simplement parce qu'on mourra tous et que... Non, mais sur la question justement sur la question de la haine, le choix de la haine ou le choix justement du bien-être d'autrui. Encore une fois, Freud le rappelait quand même comme un des antidotes à la guerre, civile ou à la guerre contre autrui. Alain Finkielkraut cite Lévinas qui demande, qui parle du souci, qui parle du visage de l'autre, qui nous oblige, et puis de ce fameux bonjour qui est un miracle. Et peut-être que c'est cela dont vous voulez parler, qui manque peut-être dans les discours philosophiques et politiques, c'est ce rappel que le visage de l'autre nous oblige. Et on a un peu oublié ça, le visage... Alors par exemple, en Israël-Palestine, où là il y a une guerre et une haine, un taux de haine terrifiant, comment est-ce que justement on retrouve le visage de l'autre? Comment est-ce qu'on retrouve les voies de l'amour? C'est un grand mot, mais disons que d'un peu moins de haine. Il faudrait une autre émission peut-être pour en parler, parce que c'est très long, mais quand même, je pense qu'une des racines de l'impossibilité de régler le conflit israélo-palestinien n'est pas sur place. Elle est ailleurs, dans le monde, partout où il y a du soutien, notamment aux Palestiniens, qui sont des soutiens qui ne servent que ceux qui soutiennent et qui ne servent pas du tout les Palestiniens et qui légitiment des mouvements terroristes, qui légitiment des régimes corrompus, qui légitiment des actes absolument... Et donc, il y a quelque chose... Si le mouvement palestinien n'avait pas été soutenu par autant de crapules
à l'extérieur de la Palestine, loin de la Palestine, je pense que le conflit israélo-palestinien serait peut-être en voie de règlement. Parce qu'il y a une volonté à l'intérieur d'Israël, vraisemblablement une volonté avec des bonnes volontés pour que ça se fasse suffisamment, et chez les Palestiniens, suffisamment de gens éduqués pour qu'on puisse y arriver. Mais les pressions de l'extérieur, les encouragements de l'extérieur, les soutiens de l'extérieur, quand il y a des réunions, par exemple à Sciences Po, où on empêche une jeune fille juive de rentrer parce qu'elle est juive, ça veut dire que le soutien aux Palestiniens est haïssable. Comment voulez-vous que le problème palestinien se résolve si les soutiens le rendent haïssable? Peut-être qu'il faudrait cesser de rendre le soutien aux Palestiniens haïssable pour que le problème au Moyen-Orient commence à pouvoir se résoudre. Alain Finkielkraut. Oui, alors là encore, des mots comme le mot amour n'ont pas leur place. Il faudra un jour trouver une solution, c'est-à-dire un compromis territorial. Mais la paix qui peut-être s'établira entre Israéliens et Palestiniens, ce sera, comme l'a dit Amos Oz, la paix du divorce, pas la paix des embrassades, une paix de la séparation. Ces peuples ont besoin de cela. L'intrication ne leur vaut rien. Donc, voyez, il ne faut pas se tromper de vocabulaire quand on parle de ce conflit, et Philippe Val a raison, c'est dommage de mettre sans arrêt, sous couleur d'aider les Palestiniens, de l'huile sur le feu, en accusant Israël, c'est-à-dire en fait les Juifs, de génocide. Comme si on trouvait une sorte de soulagement à dire qu'à leur tour, ils sont en train de faire une véritable Shoah. Ils sont déjà séparés, Palestiniens et Israéliens. Oui, mais il faudrait un compromis territorial. De fait, ils sont déjà séparés. C'est-à-dire un retrait, c'est-à-dire un démantèlement d'une grande partie des implantations en Cisjordanie. Un démantèlement qui sera très difficile, car il entraînera sans doute un début de guerre civile en Israël, et dont la perspective s'éloigne après le 7 octobre, parce que les Israéliens, qu'on accuse d'expansionnisme continu, etc., se sont retirés du Sinaï, puis se sont retirés du Sud-Liban, ils ont eu le Hezbollah, ils se sont retirés de Gaza en 2005, ils ont eu le Hamas et son choix de la guerre totale. Donc certains Israéliens diront, si on se retire de Cisjordanie, on aura le Hamas partout. Donc voilà, il faudra vaincre cette méfiance, et pour cela, un nouveau leadership d'un côté comme de l'autre. Mais de toute façon, ce ne sera pas l'amour. Bon, sur ce sujet, j'ai aussi lu vos textes, et je pense que votre question, madame, elle est légitime. Il y a aussi autour de l'amour, comment dans une guerre, encore parler d'amour, et du point de vue de l'observateur, eh bien, je trouve que l'objectif premier, c'est d'abord quand même de tenir compte des narrations de ces populations qui subissent pour l'une un massacre, le 7 octobre, et puis pour l'autre, 32 000, 33 000 morts actuellement, avec des enfants qui mangent de l'herbe et puis les feuilles des arbres parce qu'il n'y a plus rien du tout à manger. Donc ces deux narratifs extrêmement tragiques, et puis un petit peu d'empathie quand même, c'est d'abord la base, je pense. Et puis ensuite, sur le fond, je pense que les réflexions qui ont été énoncées sont assez justes. On doit parler de divorce plutôt que de paix. Je pense que, enfin, de paix, mais d'une paix pour un divorce. Je pense que c'est malheureusement ou heureusement, j'ai la peine à saisir vraiment, mais en tous les cas, ça me paraît le plus perspicace à dire sur cette question actuellement. Oui, parce que l'amour a des degrés, c'est-à-dire qu'il comprend effectivement l'effort d'aller vers l'autre aussi, qui comprend des degrés d'empathie, de revoir, comme disait Philippe Val,
et Lévinas, surtout le visage de l'autre apparaître, ça c'est quelque chose qui évidemment n'est pas forcément la fusion des corps et des esprits tout de suite. Je pense évidemment toujours à l'exemple israélo-palestinien. Emmanuel Fink. Écoutez, Judith Butler, qui est l'icône mondiale du wokisme, a osé écrire un jour que pour Emmanuel Lévinas, les Palestiniens n'avaient pas de visage. Jamais il n'a dit, Lévinas, une chose pareille, jamais il ne l'a écrite, mais Judith Butler a dit que le Hezbollah et le Hamas étaient des mouvements progressistes qui faisaient partie de la gauche mondiale. Et elle a ajouté que le 7 octobre était un acte de résistance. Elle a condamné les viols, mais elle a parlé d'acte de résistance à Pantin le 3 mars, devant une salle extatique qui lui a fait un triomphe. Et elle a obtenu le soutien d'une autre romancière dont nous n'avons pas parlé, Annie Ernaux, qui, prix Nobel de littérature, et qui, sur la question sioniste, n'en rate pas une depuis longtemps. Donc, tout cela est évidemment déplorable. Il faut que ça s'arrête. Il faut aussi qu'on en sache davantage. Le New York Times disait l'autre jour que le Hamas affamait sciemment sa population, et il est vrai que le Hamas n'a aucun souci du bien-être des Palestiniens. D'un autre côté, quand Benjamin Netanyahou refuse ce que lui est proposé par son armée, par Tsahal, que ce soit l'autorité palestinienne qui prenne en charge la distribution de l'aide alimentaire, il est vraiment, il n'y a pas de mots pour qualifier cette attitude. Il ne veut plus du Hamas, il ne veut plus du Fatah, mais que veut-il? Que veut-il en réalité? La question juste pour conclure cette émission, Alain Finkielkraut, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la haine fédère davantage que l'amour? Là-bas, ici aussi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui qui est plus présent, plus répandu et plus fédérateur aussi, la haine que l'amour, malheureusement. Pas personnellement, puisque vous demandez ça fédère. Personnellement, je suis évidemment très attaché à Israël, mais je n'éprouve aucune haine, absolument aucune haine pour les Palestiniens, une compassion même réelle pour ce qui se passe, pour ce qu'ils subissent aujourd'hui à Gaza. Et cependant, après le 13 novembre, il y a un des survivants qui a dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et on s'est extasié devant ce mot, dont on a fait un mot d'ordre. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bien sûr que les terroristes méritent la haine. Bien sûr qu'ils la méritent. Bien sûr. On ne va pas bâtir une politique sur la haine, mais on ne va pas non plus s'enchanter d'un amour, d'une ouverture à l'autre quand on a affaire à des gens qui mènent, comme le 7 octobre, une entreprise génocidaire. Donc, encore une fois, je veux dire, ne nous payons pas de mots. Je vous remercie en tout cas pour tous les vôtres de mots. Aujourd'hui, c'est le moment de conclure cette émission. Je rappelle donc Pêcheur de perles chez Gallimard, édition blanche, hautement, donc 16 citations, 16 pensées d'Alain Finkielkraut. D'ailleurs, on l'a tous ici. Merci beaucoup Géraldine Savary. Lire tous les dimanches Fémina, comme tout le monde en Suisse romande, on peut le dire, Philippe Val. Nous, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une très bonne soirée à toutes et tous.